Bienvenue dans notre rendez-vous récurrent sur la photo avec notre photographe à nous, Claude Chose. Bonjour. Bonjour Patrice. Un photographe, et puis vous courez les expositions. Ouais. Vous allez nous parler d'un grand nombre d'expositions que vous avez vues, qui sont ou passées ou en cours. On en parlera dans un instant. Et puis, comme à chaque fois, il y a un invité avec un thème, et cet invité, c'est Patrick Huguet. Bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes photographe, oui. Et vous êtes spécialiste, si je peux dire, du droit à l'image. Et on va parler avec vous du droit à l'image. Alors, il y a des livres, évidemment, qui sont consacrés à ça, et c'est très important. Un mot, Claude, sur Patrick, qui est photographe aussi, vous le disiez, je le disais, c'est plutôt photographe de studio, c'est ça? Alors, c'est ça, Patrick, c'est un passionné, je précise bien, passionné de studio, comme moi je suis passionné de rue. Mais Patrick fait beaucoup de choses. Vous sortez, il rentre, lui. Voilà, c'est ça. Lui, c'est à l'intérieur. Il choisit des modèles avec qui il travaille. Et d'ailleurs, le droit à l'image s'applique sur son travail, bien sûr. Bien sûr, il s'applique sur tous les travaux, je pense, voilà, de photo. Hein. Et j'ai connu Patrice, qui a travaillé chez Renault, donc, et qui s'est occupé de cette organisation photographique qu'il y avait donc, au siège Renault à Guyancourt. Et c'est comme ça que j'ai pu mieux le connaître et surtout connaître son travail sur le droit à l'image. Et pour moi, ça reste globalement, les conférences de Patrick restent quelque chose d'essentiel pour que les photographes ne commettent pas d'erreurs, ne se mettent pas en porte-à-faux avec ce qu'on trouve dans le public. Absolument. Donc, voilà. Alors Patrick, pourquoi d'ailleurs vous êtes passionné pour le droit à l'image ? Donc c'est un peu, comment dire, c'est un peu par hasard en fait. J'ai rencontré Joëlle Verbrugge justement. C'est l'avocate, non ? L'avocate, oui, au salon de la photo il y a quelques années, qui est photographe aussi, lui. Il y a quelques années, 7 ans à peu près. Et puis je me souviens de l'avoir interpellé, je l'ai croisé dans les couloirs, dans les allées, et en lui disant que j'avais relevé quelques coquilles dans un de ses ouvrages. Elle avait fait un ouvrage sur le droit à la photo, c'est ça ? Elle a fait énormément d'ouvrages sur le droit et l'image. Le droit et l'image. Donc les endroits où se rencontrent le droit et l'image. D'accord. Et donc sur un de ces ouvrages, j'avais relevé quelques coquilles, et puis bon, je m'attendais à avoir un accueil un peu mitigé quand vous interpellez quelqu'un de connu. Et en fait, non. Et puis, la vous c'est que quand vous écrivez quelque chose vous-même et que vous relisez, vous relisez ce que vous avez voulu écrire et pas forcément ce que vous avez écrit. Ah, c'est intéressant, oui. Et donc, c'est pour ça que souvent, chez les éditeurs, il y a des relecteurs, pas toujours, un peu moins maintenant. Exactement. Donc avec cette accroche, en fait, on a commencé à discuter, et puis la discussion, on s'est trouvé pas mal d'atomes crochus, et donc on est amis. Donc vous avez sympathisé. On a sympathisé, on est amis maintenant. Soyez partis pour l'attaquer. Voilà. Et ce qui fait que depuis, elle publie donc dans 2 maisons d'édition différentes. Cette maison d'édition à Pignon-sur-Rue, très connue, c'est les éditions Nowhere, qui dépendent du magazine Compétences Photo, c'est le même responsable. D'accord. Voilà. Et puis elle fait un certain nombre d'ouvrages qu'elle veut plus faciles, plus abordables. Et ces ouvrages-là, c'est moi qui en fais la relecture depuis plus de 5 ans. Alors, vous avez sympathisé maintenant, elle dit, parce que vous trouvez des coquilles, voilà, exactement. Voilà. Et donc j'en fais la relecture. Et donc vous êtes devenu une sorte de spécialiste du droit à l'image, du coup. Voilà, par cette relation-là. Vous n'êtes pas juriste d'origine. Je ne suis absolument pas juriste, simplement j'ai pu, au fil de ses écrits, et puis il y a de discussions aussi, d'approfondissement avec elle, comprendre un certain nombre de choses. Et donc, pendant toute ma carrière, on va dire de photographe un peu engagé en tant que responsable d'un club photo, justement au Technocentre Renault, responsable de la partie studio, j'ai toujours eu à cœur de faire monter les gens, de faire en sorte qu'ils progressent. Et même si je ne suis pas le meilleur, le petit peu d'avance que j'ai et dont je suis sûr, je tiens à le faire partager. C'est bien. Et vous ne gardez pas ça pour vous? Je ne garde pas ça pour moi, et ce qui fait que d'ailleurs ça amène des sentiments un petit peu mitigés, puisque il y a des photographes à qui j'ai apporté des choses au début et qui font des photos nettement meilleures que les miennes. Donc c'est à la fois un côté faut accepter de fierté et de jalousie. Voilà. C'est un mélange, mais ça fait partie de la passion. Alors, parlons de ce droit à l'image. Le principe quand même, c'est que quand on est photographié, quand on est le sujet d'une photo, il faut donner son accord. Alors, le principe dans la loi, le droit à l'image n'existe pas. D'accord.
C'est une construction qu'on appelle jurisprudentielle. C'est-à-dire que le droit à l'image, il découle de l'article 9 du Code civil qui dit tout simplement chacun a droit au respect à sa vie privée. De sa vie privée. C'est le respect de la vie privée, absolument. Voilà. Et là, c'est l'intégralité du paragraphe majeur de cet article. Donc si quelqu'un me photographie sans mon consentement, c'est une atteinte à ma vie privée. En gros, c'est ça. C'est ça. Et alors, comme pour chaque chose, chaque acte dans la vie, on a des droits qui s'opposent. Donc on a le respect de notre vie privée qui est un statut reconnu, mais il y a aussi des libertés fondamentales qui sont exprimées dans différents textes au niveau européen, français, comme la liberté d'expression et le droit à l'information. Donc le plus souvent, le droit à l'image, c'est-à-dire le droit d'une personne à disposer de l'utilisation de son image, de sa propre image, peut être mis en balance par rapport au droit à la liberté, au droit d'expression artistique, le plus souvent dans les cadres qui nous intéressent, ou le droit à l'information quand il s'agit par exemple de vous, journaliste. D'accord. Alors, on va peut-être serrer les questions parce que je pense qu'il faut... Oui. Alors, commençons par le premier conflit un peu entre le droit à la vie privée et la liberté d'expression. Puisque voilà, c'est deux. Bon, par exemple, alors ça pose pour Claude qui photographie beaucoup dans la rue. Vous photographiez, vous trouvez quelque chose d'extraordinaire. Vous photographiez. Est-ce que ça suffit de dire c'est ma liberté d'expression pour pouvoir publier la photo de n'importe qui? En pratique, oui. Ah oui. Oui, tout à fait. Par contre, le problème, c'est qu'au moment... Alors, il faut bien distinguer deux choses. Le droit à l'image, il s'applique, il va se revendiquer au moment de la diffusion de la photo et bien pas sûr. Au moment de la prise de vue. Oui, la prise de vue, à la limite, vous en foutez si personne ne voit la photo. Exactement. Et si vous ne savez pas encore ce que vous allez faire de la photo au moment où vous la prenez, la consigne générale, de toute façon, pour les photographes, c'est prenez la photo et posez-vous la question. Le moment de se poser la question, ce sera au moment où vous aurez envie de la publier. Ouais. Puisque c'est le diffuseur qui est responsable du respect du droit à l'image. Pas le photographe. C'est pas forcément. C'est pas forcément. Si le photographe est dans un journal, par exemple, c'est le directeur de la publication. Oui, sauf que le directeur de la publication, il a déjà des imprimés et il vous demande de le décharger de ce droit. D'accord. Donc la loi fait que c'est lui le responsable et lui, son moyen technique, c'est de se reposer sur vous. Voilà. Donc il faut bien faire attention à ça. Quand vous avez par exemple quelqu'un qui veut publier une de vos expositions, s'il y a un minimum de risque, c'est celui qui va organiser l'exposition, qui va donc diffuser, qui est responsable du respect de ce droit à l'image. Ce droit à l'image, il n'est pas absolu, parce que comme je le disais, il y a une opposition de droit avec la liberté d'expression. Supposons que, voilà, on photographie Claude avec sa maîtresse. Tout à fait. Dans une rue, voilà. Et qu'on publie cette photo, je comprends qu'il ne soit pas content. Alors, il faudra encore prouver, par exemple, que ça a posé un problème soit à lui-même, soit à sa maîtresse, que ça a été la cause, par exemple... Il faut qu'il y ait un préjudice. Il faut qu'il y ait un préjudice. Il faut qu'il y ait... Le seul fait d'être photographié, même si vous ne tenez pas à ce que la photo soit publiée, ne suffit pas. Ne suffit pas. Même si vous dites, mais moi, j'ai pas envie qu'on publie ma photo. Le savoir-vivre va vous faire peser le pour et le contre, mais pas la loi. C'est-à-dire que si on publie une photo de quelqu'un sans son consentement, supposons dans un journal, il n'a pas de recours? Alors, tout dépend des circonstances. Même si ça ne lui porte pas de préjudice tout dépend des circonstances. Dans un journal, ça ne pose pas de problème. Tant qu'on ne crée pas de préjudice. Donc, par exemple, une des affaires qui était souvent citée, c'est Antenne 2 qui faisait un reportage sur un match de rugby, et puis pas très loin dans la foule, il y avait un personnage très exubérant, très reconnaissable à l'image. Il se trouve que ce personnage, il était en congé maladie, et donc il n'était pas censé se trouver là. Son patron a vu le reportage et il a été licencié pour faute professionnelle grave à cause de ça.
il a pu démontrer le préjudice, et bien que lui soit lui-même dans une condition, on va dire, un petit peu ambiguë, eh bien il a emporté le droit, il a emporté le jugement, et Antenne 2 a dû lui verser des dommages et intérêts, des indemnités. Il y a eu un film aussi sur ça, avec Patrick T. Smith et comment il s'appelle, Vincent Lindon, où justement il était gardien de square. Et il devait travailler ce jour-là, il assiste à un match de football, et ça passe à l'antenne, et donc il est viré. Alors, parce que, pardon, mais il me semble qu'il y avait une décision comme ça à Roland-Garros, où il y avait justement un type qui était, enfin quelqu'un qui était là, avec sa maîtresse, je crois, et il est filmé dans l'assistance de Roland-Garros. Et il avait fait un procès, je crois qu'il avait perdu parce qu'il était dans un lieu dit public. Alors, normalement, là, il faudra avoir les attendus complets du jugement, mais ça ne suffit pas. En fait, c'est très probablement parce qu'il n'a pas réussi à démontrer la gravité du préjudice qui était causé. D'accord. Parce que le fait d'être dans un lieu public où il y a des caméras, quand vous allez à Roland-Garros sur le central, vous savez qu'il y a des caméras et qu'à un moment, vous pouvez être pris par l'image. Enfin, voilà. Bien sûr. Bien sûr. Donc ça, vous le savez. Je veux dire, c'est pas pareil que si vous êtes dans la rue, vous êtes en train de marcher, vous n'êtes pas censé être photographié. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait, mais on est aussi dans une relation de lieu public, là, avec un lieu public. Donc la loi s'applique indifféremment à partir du moment où le lieu est public, justement. D'accord. La rue est un lieu public. Lieu public. Si on vient vous photographier chez vous, dans votre lit, avec qui vous voulez, là c'est une violation de la vie privée. Et en plus, là, il y a un article particulier du Code civil qui, du Code pénal, pardon, qui protège ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de filmer ou enregistrer. Oui, vous êtes chez vous. Voilà. Sauf quand c'est fait au vu de tous et qu'il n'y a pas eu de holà qui a été mis à la prise de vue lors de la prise de vue. Est-ce que la personnalité des gens photographiés ou filmés importe? C'est-à-dire que est-ce que la vie privée d'une personne lambda est la même que celle d'une star de la chanson, du cinéma, dans un lieu public? C'est une question un petit peu piège, parce qu'en fait, pour donner la comparaison, pour pouvoir donner deux éventualités, imaginez une personnalité publique qui part en famille se reposer sur un endroit qui ne convoque absolument pas la presse et qui se fait photographier en maillot de bain sur la plage, eh bien, elle aura le droit d'attaquer sans aucun problème les éventuels photographes qui prendront des photos. C'est des paparazzis, et on ne sait pas s'ils sont là ou pas là. Enfin, voilà. Je veux dire, vous ne voyez pas même pas les gens. Exactement. Par contre, la même personnalité publique qui va soi-disant prendre des vacances pour aller visiter des installations et qu'elle en profite pour y passer 2 semaines, si les photographes reviennent, et il s'agit d'un sujet d'information là, en disant, voyez, un tel a passé 15 jours aux frais de la princesse à un endroit où il n'était pas censé être. Hidalgo, par exemple. C'est vous qui le dites. Voilà. Et donc là, dans ce cas-là, en termes de jugement, on aura vraiment deux choses totalement différentes et pour des personnalités connues publiques. Et donc après, pour Mais sur le principe, le droit à l'image des personnes non célèbres et des personnes célèbres est le même. Presque. Alors après, si on parle cette fois-ci des artistes ou des sportifs, il y a des cas particuliers là qui sont à une autre étape que qu'on appelle les droits voisins, c'est-à-dire que eux, ils ont confié leur image, par exemple, à des agents, et donc la publication non volontaire, non voulue d'une de leurs photos va créer un manque à gagner par rapport à leur activité. Et donc dans ce cas-là, ils sont en mesure de démontrer un préjudice sous forme de manque à gagner. Il y avait d'ailleurs il y a eu un conflit, enfin c'est un problème un peu particulier avec par exemple Mbappé avec l'équipe de France de football sur le droit à l'image. Voilà, ils voulaient contrôler, de savoir pourquoi on utilisait son image et après tout ils ont bien raison de vouloir le contrôler. Donc effectivement dans les prétexte, on va dire, le droit à l'image couvre essentiellement, je recherche c'est
les différents items qui sont atteintes au respect à la vie privée. Donc là, c'est le premier niveau, mais il y a après la diffamation, il y a l'atteinte à la dignité humaine et l'atteinte à des droits patrimoniaux de l'image d'une personnalité publique. D'accord. Dans le cas de Mbappé, il y avait, il ne souhaitait pas que son image soit associée à des logos ou à des marques, à des causes pour lesquelles il ne les reconnaît pas. Et donc là, c'est une des raisons qui peut faire que l'on peut s'attaquer justement à la diffusion d'une image. Est-ce que le cas de François-Marie Bagné rentre... Alors, le cas de François-Marie Bagné... Il faut dire qui est François-Marie Bagné. C'est un photographe. C'est un photographe. C'est un photographe. Il était très connu. Il a été condamné dans l'affaire Bettencourt. Mais il y avait un procès. Il y a eu un procès donc en 2008 qui a marqué l'histoire de la photographie, enfin du droit à l'image justement. Jusqu'au début des années 2000, la justice était très prompte à condamner les photographes qui diffusaient des images justement pour lesquelles qui n'avaient pas demandé d'autorisation de diffusion au sujet qui pouvait être présenté. Et il a publié un livre où il mettait en exergue la différence qui peut exister entre des niveaux de vie différents de ce qui... Voilà. Donc sur une double page, il y avait d'un côté un SDF qui était allongé sous un Porsche avec ses cartons, son sac de couchage, et sur l'autre page, on voyait un banc public avec une personne très classe, on va dire, chic, oui. Très chic, avec son petit chien qui avait son petit manteau, voilà. Et il mettait le contraste entre les deux personnes. La personne s'est reconnue et a jugé dégradante de la situation dans laquelle elle se trouvait dans ce livre. Et en fait, il a gagné son procès parce que justement, la personne n'a pas été en mesure de démontrer que ça lui créait un préjudice matériel d'une gravité telle qu'il fallait s'en offusquer. Donc, cet arrêté de juillet 2008 a marqué un tournant et on va dire que maintenant la justice regarde beaucoup plus, pondère beaucoup plus les droits en balance et, sauf quelques exceptions, on a des jugements qui sont assez équilibrés et qui ne sont pas toujours punitifs. Parce que je sais qu'en matière de télévision, je sais qu'il fallait toujours demander les autorisations des gens qui passaient l'antenne. En matière de télévision, à partir du moment où il y a, où on a une publication commerciale, normalement c'est obligatoire. Pour tout ce qui peut être une utilisation commerciale, soit sur des objets supports, soit sur de la publicité, il est indispensable d'avoir l'accord écrit préalablement à la diffusion, pas forcément à la prise de vue. Évidemment, tout dépend aussi de à quoi sert une photo. Il y a probablement des différences entre les photos artistiques. Enfin, par exemple, Claude, quand vous faites des photos dans la rue, vous demandez toujours l'autorisation. Hein, et puis des photos journalistiques qui peuvent être un peu volées à un moment. Alors, et voilà. Et donc, il y a effectivement une frontière très marquée avec deux corpus de lois très différents qui s'appliquent. Liberté d'expression artistique, déjà la durée de prescription, c'est-à-dire la personne qui se reconnaît a 5 ans pour réagir, 5 ans à partir du moment où elle devrait savoir que c'est publié. Voilà, dans le droit à l'information, c'est 3 mois. C'est-à-dire que vous avez 3 mois pour pouvoir réagir, et au bout de 3 mois, il y a prescription et c'est passé. En liberté artistique, en droit d'information, ce qui va intervenir, c'est si, par exemple, on publie une photo qui est hors contexte. Vous faites un reportage sur la marche des fiertés, et puis la photo qui accompagne représente un couple, mais qui aurait été pris 3 ans avant. Comme ce n'est pas une photo qui a été prise lors de cette marche des fiertés, les personnes peuvent dire moi j'ai tiré un trait là-dessus, j'ai le droit à l'oubli. Et donc, il y a le droit à l'oubli qui est important aussi. Ouais. Je ne veux pas que cette photo soit. Et donc là, voilà, ce qui va intervenir dans le côté
droit à l'information. C'est passionnant tout ça. Patrick, on y reviendra avec grand plaisir, mais il faut qu'on laisse un peu de place à Claude. Moi, je voudrais juste... attention, il nous reste 5 minutes, hein, Claude. Donc, si vous voulez parler de photos... Oui. Bon, écoute, je voulais juste dire que j'ai été un jour interpellé par des jeunes dans le parc de Versailles. Je faisais une photo, ils étaient dessus. Et ils ont appelé la police, et la police est venue, m'a vérifié mon identité. Et la police leur a dit, mais monsieur Chose, il a le droit de faire les photos qu'il veut, tout dépend ce qu'il va en publier. Donc ça rejoint bien ce que vient de nous dire Patrick. Donc voilà. Un mot ? Deux secondes. Oui. Je voulais remercier Joël Verbrugge qui m'a fourni tout le matériau, fond, la source, et qui a accepté hier soir de relire ma présentation. Donc voilà, c'est tout. C'est gagnant-gagnant, hein, c'est de deux côtés. Exactement. Donc, Claude, alors quelques mots sur des expos photos. On va commencer par, évidemment, c'est un événement chaque année, mais qui est clos. Voilà. C'est Paris Photo. Paris Photo, donc vous y êtes allé. Déjà, je situe, Paris Photo se passe toujours au mois de novembre, puisque le mois de novembre à Paris, c'est le mois de la photo. Donc j'y suis allé cette année, comme j'y vais tous les ans, parce que je trouve que c'est toujours très intéressant d'aller voir. Ouais. Et cette année, il y avait 191 galeries qui en font de ce salon certainement un des plus grands salons photographiques au monde. Et tout particulièrement en France. Alors vous avez voilà, il y a quelques photos. Chaque galerie montre des choses différentes dans ce lieu. Donc, qui se passe au Grand Palais éphémère. Oui. Donc là, c'est une photo de Marc Ribou, donc que l'on voit. Marc Ribou, qui est un éminent photographe, qui a d'ailleurs cédé son fonds photographique à la France, au musée Guillemet. Il y avait aussi du Michael Kenna. Michael Kenna, qui est aussi un photographe anglais, qui a donné son fonds photographique à la France. Donc la transaction est en train de se passer. Est-ce qu'il y avait un thème ? Non, Paris Photo, ce sont les galeries qui viennent du monde entier. Parce que tu vois, vous voyez, vous avez aussi bien des photos de France, des galeries françaises, que espagnoles, que allemandes. Donc c'est vraiment un grand moment de photographie. Donc, très bien. On y voit beaucoup de choses, et je trouve que quand on aime la photo, il faut aller voir Paris Photo. Il faut y aller, malheureusement, il faut attendre l'année prochaine. Il faut attendre. Alors ça, vous voyez, c'est Michael Kenna, donc, qui était exposé à la caméra obscura. Donc, voilà. Alors, vous le disiez, le mois de novembre, c'est le mois de la photo. Oui. Alors, on va passer à d'autres expositions qu'on peut voir. Qu'on peut voir encore. Donc, vous avez Corps à Corps à Beaubourg. On en avait déjà parlé lors de l'émission précédente. Moi, je conseille aux gens d'aller voir donc, cette collection, puisque c'est les collections de Beaubourg et de monsieur Marin Carnix. C'est quelque chose qui est à voir, si vous voulez. Donc, ça, on voit Giacometti, si vous voulez, donc, qui est un photographe, qui est décédé, malheureusement. Et vous avez aussi, donc, bien sûr, la photo noir et blanc à la BNF François Mitterrand. Je précise Mitterrand. Alors, Beaubourg, ça s'appelle Corps à Corps. Corps à Corps. Noir et blanc, c'est à la BNF François Mitterrand. Voilà, alors ça, c'est une photo. Ça, c'est formidable. Hein, ça, il faut y aller. Ouais. Moi, j'y suis allé dimanche, il y avait 3/4 d'heure d'attente, j'ai battu en retraite. Alors ça, ce sont des photos les deux photos précédentes, c'était Ansel Adams, qui est quand même un grand nom de la photo américaine, mais aussi mondiale. Là, c'est une photo de Man Ray, si vous voulez. Man Ray, oui, elle est connue, celle-là. Elle est très connue, mais bon, j'ai voulu la montrer parce que ça vaut le coup. Et puis ça, c'est une photo qui est plus blanche d'un artiste dont j'ai oublié le nom, mais que je trouve assez super. Alors ça, cette photo, moi j'adore cette photo, elle a d'ailleurs été exposée à Versailles, c'est Kertész. Kertész, c'est le balcon de la Martinique. Oui. Cette photo, quand vous la regardez, elle attire l'attention. Qu'est-ce qu'il montre? Pourquoi? Qui c'est cette ombre qu'on voit derrière? Donc on s'interroge beaucoup en voyant cette photographie. Donc ça, c'est à la bibliothèque François Mitterrand. François Mitterrand. Donc, ça s'appelle Noir et Blanc, et c'est encore quelques temps. Hein. Voilà, c'est ça, c'est au mois de janvier. Début février. D'accord, jusqu'au début de l'année prochaine. Si mes souvenirs sont... Erwin Penn, il est toujours là? Erwin Penn est toujours là. Alors, Erwin Penn, on connaît le fameux portrait de Picasso, de Jean Cocteau, etc. Je trouve que c'est vraiment un grand nom de la photo. C'est la suite de l'exposition qui s'est passée au franciscaine à Deauville.
et qu'il faut absolument aller voir. Portrait de Picasso, magnifique. Je parle de Deauville, il faut, si vous avez l'occasion d'aller à Deauville, il faut aller voir Planche Contact. Mais on ne va pas se compliquer. On va pas là. si loin. Non. On va pas si loin. On va pas si loin. Alors, bon, c'est la galerie Tadouche-Ropac voilà, à Paris, qui est dans le 4e. 3e, on dit dans le 3e. Et puis, sur le quai de la photo, donc j'avais déjà parlé de cette, nouvelle installation de cette barge. C'est une barge avec des expositions qui tournent tous les mois. Voilà, donc, donc c'est absolument génial. Et puis je pense que... où est-ce que je voulais dire si vous... Et il y a quelques expositions... Dans les Yvelines. Dans les Yvelines. Vous avez ce week-end, le week-end du 18, donc à Elancourt, l'association photographique d'Elancourt fête les 50 ans d'existence et donc retrace tout le trajet qu'ils ont fait, montre des photos, tous les invités qu'ils ont reçus et montre des photos qui sont très intéressantes. Donc moi je vous invite à aller voir sur Elancourt. Et puis il y a aussi comment il y a aussi au Chesnay qui expose comme tous les 2 ans la biennale photographique du Chesnay. Ça commence ce week-end, donc si le vernissage c'est samedi, si vous voulez voir un coup, il faut aller là-bas. Et vous irez si tu veux, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, il n'y a pas de problème. Moi, j'y serai. J'ai été invité. Donc voilà. Et puis vous avez, si vous aimez flâner dans Paris, il y a Paris Photo Saint-Germain, Photo Saint-Germain, où vous allez entre les dans les rues, non? Dans les rues, donc dans les galeries qui sont rue de Seine et rue Mazarine. Donc vous allez voir comme il y a beaucoup de galeries, ils présentent des photos. Donc voilà ce que je voulais vous dire. La photo est vivante. La photo vit. Et avec vous, Patrice, on pourra faire des prochaines émissions pour montrer des photographes amateurs qui se passionnent pour la photographie. Merci beaucoup, Claude. Je vous remercie, Patrice. Merci beaucoup, Patrick Huvillier. Merci beaucoup, Patrice. On reviendra parce que c'est un sujet, peut-être qu'on fera des choses un peu ponctuelles parce que c'est intéressant parce que si on est très vaste, évidemment, c'est un peu plus compliqué. On pourrait le traiter par chapitre. Par chapitre, voilà. Par chapitre. Parce que Patrick, il a vraiment beaucoup de remarques pertinentes. Moi, quand j'ai besoin je dois répondre à une question. Vous appelez Patrick. J'appelle Patrick, donc voilà. Et puis, je donner son numéro de téléphone. Et puis, je voulais dire aussi que pour les gens qui pourraient être intéressés par Paris Photo, il y a un lien photographique, un lien Internet qui vous permet d'aller voir, de revisiter les galeries. Donc voilà, ça peut être très intéressant. Paris Photo. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Patrick. Et à très vite pour un nouveau rendez-vous photo.